20h42, merci d'être avec nous sur LCI. Bonsoir Rachida Dati. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ministre de la Culture, maire du 7e arrondissement de Paris. Des juges d'instruction ont ordonné aujourd'hui votre renvoi en correctionnel dans une affaire de corruption. Alors je vais brièvement rappeler de quoi il s'agit. Vous êtes soupçonné de corruption et de trafic d'influence, plus concrètement d'avoir perçu 900 000 euros entre 2010 et 2012 pour des prestations de conseil pour le groupe Renault-Nissan, des prestations que vous n'auriez pas livrées. Tout cela, vous le contestez. Ma première question, elle est toute simple. Quels travaux avez-vous réellement effectués pour ce groupe pendant cette période et est-ce que vous pouvez le prouver ? Alors d'abord, merci pour cette invitation. J'avais jamais évoqué évidemment cette affaire à chacune des interviews. Je laissais ça à mes avocats. Moi, je suis magistrate de statut, je le suis toujours. Et donc, je connais la procédure pénale, je connais le code pénal, et je connais aussi l'état de droit et ses principes. Et donc, c'est pour ça que je n'ai jamais voulu évoquer ce sujet et ce dossier de manière parcellaire. Parce que souvent, c'est instrumentalisé, on le voit avec mes adversaires. Je ne l'ai jamais fait à l'encontre de quiconque. Pourquoi avez-vous changé d'avis ? Non. Connaissant ma vie et mon parcours, vous savez, depuis que je suis née, je suis en combat. Je suis en combat contre les injustices, contre les inégalités, contre parfois une justice qui s'est aussi mal comportée auprès de mes proches dans certaines situations et circonstances. C'est pour ça que j'ai souhaité devenir magistrat. D'ailleurs, avec plus que l'encouragement et le soutien très profond et très affectueux de Simone Veil notamment. C'est grâce à elle si je suis devenu magistrat. Pourquoi ? Parce que je me disais, si je suis au cœur de l'état de droit, au cœur du réacteur, il n'y aura pas évidemment ni d'arbitraire, ni d'injustice, si je puis dire. Donc, moi, j'ai toujours eu la tête froide sur ce sujet. Je ne m'en suis jamais exprimée. Aujourd'hui, je souhaite le faire parce qu'il faut aussi préciser. Pourquoi ? Parce que des adversaires, certains instrumentalisent de manière un peu honteuse. D'abord, quand vous êtes attaqué, moi, je m'en fiche, j'ai l'habitude. Je l'ai choisi. Mais certains oublient que vous avez un entourage. J'ai une petite fille. Et évidemment, la première réaction, quelle est-elle ? J'étais évidemment à l'instant. Vous disiez, oh mais là, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire la prison, ça veut dire... Moi, je ne souhaite pas que mon entourage, et en particulier ma petite fille, ou ceux qui partagent, et celui qui partage ma vie, puisse être impacté par cela. Je prends mes responsabilités. Et je souhaitais aujourd'hui dire la réalité des choses. Donc vous avez raison de me dire, finalement, est-ce que vous avez fait, pas fait ? Que me reproche-t-on ? D'abord, il y a une coïncidence en termes de calendrier. Il y a une commission d'investiture lundi prochain, s'agissant de la circonscription dans laquelle la mairie du 7e et l'arrondissement du 7e est concerné, qui a été annoncée la semaine dernière. Et aujourd'hui, je reçois une ordonnance de renvoi. De la même manière, en 2019, l'enquête a été ouverte et mise en examen au moment où j'ai été investie comme candidate à la mairie de Paris. Donc voilà, je pose ça sur la table. Vous estimez que ce n'est peut-être pas une coïncidence. Mais je vais vous expliquer, y compris sur les magistrats. Madame de Pertuis, quand elle me met en examen, je viens d'être investie pour la mairie de Paris. Ça, c'est une réalité. De la même manière, aujourd'hui, je suis renvoyée devant sa formation. Donc la même qui m'a mise en examen, je me retrouverai demain si une audience est confirmée. Qu'est-ce qu'on me reproche ? On dit, Madame Dati est renvoyée pour des faits de corruption supposés. Je ne suis pas condamnée. Il y a un principe. Bien sûr, c'est bien clair. Il y a un principe de présomption d'innocence, de faits de corruption. Et on me reproche, et vous l'avez dit, d'avoir finalement été trop payée comme avocate. Ce sont les deux choses qu'on me reproche. Première chose, je vais vous dire, s'agissant des faits de corruption, c'est quoi ? Je les ai apportés. C'est pas de l'argent public, c'est pas des valises de billets, c'est pas des lingots d'or. Qu'est-ce que c'est ? 2 questions écrites posées dans le cadre de mon mandat de parlementaire européen, qui sont ici, des questions écrites au Parlement européen. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des interpellations qu'on fait au niveau de la Commission sur des sujets d'actualité. C'est pas un vote et ça n'influe pas sur un débat en cours ou une législation en cours. C'est un point d'actualité que l'on fait. Il s'agissait, c'était en lien avec une commission liée à la santé des citoyens. 2 questions écrites que je vous laisse ici, que vous garderez, que vous pourrez lire, qui n'ont jamais été produites. Voilà les objets, et je les montre à la caméra, les 2 objets de ma corruption supposée. Ce sont 2 questions que vous avez posées et qui sont liées... vous pouvez les lire. Au groupe Renault-Nissan ou pas ? Non, parce qu'au Parlement européen, comment ça fonctionne ? Le Parlement européen, 751 députés à l'époque, évidemment 27 nationalités, 23 langues de pays différents,
Et attendez. Ah oui. Et dans le cadre de cette activité, vous votez, vous posez des questions écrites. Tout ça se fait dans une logique de groupe politique. Il n'y a pas d'intérêt particulier. On ne discute pas de Renault-Nissan ou de Mercedes ou de Audi. Vous défendez des secteurs, vous défendez des convictions. Je comprends bien, mais ce que l'on vous reproche, et pardon, on essaie de comprendre. On dit que ces questions écrites auraient été posées à la demande de Carlos Ghosn. Exactement, dans l'intérêt ou au bénéfice de Renault-Nissan. Alors, je vais vous dire, voilà ce qu'on vous reproche. Je vous les laisse, les intitulés sont très clairs et les réponses sont très claires. Il y a même une réponse dans une question écrite en disant, effectivement, c'était le leadership sur le marché des véhicules propres, en disant, mais cette question est réglée puisque nous avons un comité qui, évidemment, discute avec des industriels. D'ailleurs, je rappelle qu'à l'époque, M. Carlos Ghosn est président des constructeurs automobiles européens. Et lui aussi renvoyé devant le tribunal correctionnel, je le précise pour ceux qui nous écoutent. Oui, mais il est toujours au Liban et il n'a pas de statut de mise en examen. Vous n'avez plus de contact avec lui, j'imagine. Il n'a pas de statut de mise en examen. Donc ça aussi, ça va poser un problème juridique. Donc ces deux questions écrites que vous voyez, c'est pas de l'argent public. C'est pas des valises de billets, deux questions écrites. Ça, c'est la première chose. Attendez, je termine, après vous me poserez toutes les questions que vous voulez. Je vous en prie. Donc voilà les deux questions écrites qu'on me reproche, qui sont l'objet supposé de la corruption. Ensuite, sur mon activité d'avocat, j'aurais été trop payée. Pourquoi Renault-Nissan, l'Alliance, me demande d'être leur avocate ? Nous sommes en 2009. Je signe mon contrat en 2009 pour une corruption réalisée en 2012. Donc entre 2010 et 2012. Non, les dates, regardez bien les dates, donnez les dates. 4 juillet 2012, et qu'est-ce que vous voyez là ? 23 octobre 2012. Voilà. Donc je signe un contrat en 2009 qui s'oppose à une corruption pour qu'elle soit réalisée 3 ans plus tard. En attendant, je suis payée comme avocate. Donc vous avez touché sur ces 2 années, pardon, j'essaie juste de comprendre, 900 000 euros entre 2010 et 2012. Sur 3 ans. Pour des questions, sur 3 ans, des prestations de conseil. Ce sont des honoraires d'avocat, c'est pas un revenu. Normaux. Je paye des charges, des impôts. On essaie de comprendre à quoi correspondent ces 900 000 euros. Et donc, ce sont des honoraires et pas des revenus, puisque de ces honoraires, il reste à peu près 30% qui me reviennent comme revenus. Et donc, pourquoi Renault-Nissan, l'Alliance, me demande d'intervenir ? Nous sommes à une époque, je signe en 2009, 2010, 2011, 2012. Que se passe-t-il à l'époque dans une région très sensible, Maghreb-Moyen-Orient ? D'abord, il y a les printemps arabes. Cette région-là est très impactée. Que se passe-t-il ? Il y a des enjeux pour Renault-Nissan de fermeture de sites ou de limitation au développement sur 4 pays très précis. Le Maroc, l'Algérie, l'Iran et la Turquie. Il y a même des enjeux d'expropriation. À cette époque, Renault-Nissan fait appel à des avocats sur lesquels il n'arrive pas à obtenir des résultats. On me demande d'intervenir pour négocier la pérennité d'investissement, mais surtout du développement. Et sur un cas, l'Iran en l'occurrence, qu'il n'y ait pas d'expropriation. Le site Renault existe toujours. Peugeot avait été, à l'époque, exproprié. Et donc, sur ces 4 pays, j'ai exercé ma mission d'avocat sur ces 3 ans, dans le contexte aussi très fracturé et très agité de cette époque. C'est une zone sensible que je connais bien, dont je connais très bien. Et le droit, la réglementation et les institutions. Attendez, je termine. Comment se déroulaient ces missions d'avocat ? C'est très simple. Il y avait des réunions physiques, des conférences et des conférences téléphoniques. Au siège de Renault, avec M. Ghosn, jamais en tête-à-tête, toujours avec des représentants des directions des services concernés par la mission ou par le pays. Donc, qui organise ces réunions ? L'assistante de M. Ghosn et l'assistante des services concernés. L'assistante qui est connue, qui est libre, n'a jamais été entendue par les magistrats. Je leur demande de l'entendre, ils le refusent. Ils disent dans le réquisitoire, nous avons retrouvé les réunions et les dates très précises dans l'agenda de Mme Dati et dans l'agenda de Renault-Nissan chez M. Ghosn. Mais ils disent, est-ce que c'est sûr que ça a eu lieu ? Il suffit d'interroger celle qui l'a organisée, qui est à la disposition de la justice. Elle a écrit, elle n'a jamais été entendue, malgré ce que je leur ai demandé. Quels sont les enjeux ? C'est en milliards d'euros. Les enjeux de ces usines, l'usine par exemple au Maroc, à Tanger, c'est la plus grande usine au monde pour Renault-Nissan. Plus grande usine. Non, parce que on a besoin de comprendre. Oui, je comprends que vous ayez besoin. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Vous connaissez cette affaire par cœur. Non, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Ceux qui nous écoutent ce soir ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants du dossier. Je vous explique. Vous me dites, qu'est-ce que vous avez fait pour Renault ?
Voilà. Donc, vous avez été rémunéré pour les contrats donc pendant cette période sur les 4 pays que je viens de vous indiquer. Exactement, pour avoir protégé les intérêts de Renault dans ces 4 pays, les investissements et le développement. Les développements et éviter une expropriation. Qu'il n'y ait pas d'expropriation notamment en Iran. Parce qu'il y avait des sanctions sur l'Iran. Je vais vous donner, cher monsieur, l'ensemble des attestations qui sont ici. Ça, ce sont tous les cadres dirigeants de Renault et les pays concernés. Vous avez l'Iran, le Maroc, la Turquie et pour l'Algérie, parce que mes interlocuteurs ne sont plus disponibles, c'est monsieur Jean-Pierre Raffarin qui est à l'époque responsable et mandaté par le président de la République pour développer évidemment les implantations d'entreprises françaises en Algérie. Il a attesté que j'étais bien l'avocate de Renault-Nissan à cette époque. Vous avez la Turquie, l'Iran, Jean-Pierre Raffarin, le Maroc, tout est ici. Et ça, tout le reste, ce sont des cadres dirigeants de Renault. Donc pour bien comprendre. Donc vous avez ici mon activité et vous avez ici la corruption supposée. Donc vous avez été rémunéré pour cela et non pas pour poser ces 2 questions. C'est ce que vous nous dites ce soir. Mais attendez, monsieur Carlos Ghosn était le président du plus grand groupe industriel automobile au monde, président des constructeurs automobiles européens. Vous pensez qu'il avait besoin de moi pour poser une question écrite, qui ne le concernait pas d'ailleurs, au Parlement européen? Ils ont des dizaines de lobbyistes au sein du Parlement européen. J'ai demandé à ce qu'on entende les lobbyistes, parce que les lobbyistes, ils auraient pu dire « Ah ben les questions écrites que Mme Dati a posées, ah ben tiens, ça nous concerne ». Refus par les juges. Donc moi, je vais vous dire, si je ne peux pas me défendre quand je demande des actes, je viens le dire ici publiquement. Moi, je pensais, parce que j'ai exercé comme magistrat, que quand il y a des demandes d'actes, quand elles seront jetées, elles sont motivées. Ça n'est pas le cas. Autre chose, on a dit, ah mais non, vous êtes dissimulé. Ah bon? J'ai dit, Madame la juge, Madame de Pertuis à l'époque, demandez la comptabilité. Demandez la comptabilité. Dans la rejet de demande d'acte, ils disent on ne demande pas la comptabilité parce que ça fait plus de 10 ans, sans doute que cette comptabilité n'existe plus. Je fais une procédure contre Sénart, patron de Renault, pour qu'on me donne la comptabilité. On retrouve la comptabilité. Je suis mentionnée, pas cabinet Tartampion, Rachida Dati, avocat au barreau de Paris, avec les honoraires. Tout ça de manière transparente. Toute cette procédure a été émaillée d'incidents. D'abord, je suis mise en examen sur un rapport incomplet. Des dizaines et des dizaines de pages sont manquants au rapport. Quand je suis mise en examen par Madame de Pertuis. Première chose. Deuxième chose, des perquisitions illégales, puisqu'on a obtenu l'annulation. Ça, c'est aussi autre chose. Troisième chose, et c'est un élément important, et je vous ai apporté, puisqu'il y a une contestation là-dessus, l'audition de Carlos Ghosn, que vous pouvez lire. Non, attendez. C'est important. Je vous entends, Rachida Dati. L'audition de Carlos Ghosn. D'abord, j'ai besoin de vous poser quelques questions, oui, parce que moi, je ne connais pas le dossier aussi bien que vous en doutez, et c'est bien normal. Vous pouvez me poser des questions. Monsieur Carlos Ghosn, manifestement, tous ces documents, vous les avez donnés à la justice. La justice en a eu connaissance. L'ordonnance de renvoi, vous pouvez regarder. Selon vous, que ce renvoi est nécessaire? C'est ça, la question ce soir. Écrites qui sont la corruption supposée, il doute un peu. Toute mon activité de parlementaire européen a été mais scannée, détaillée, tous mes votes, tous mes rendez-vous, tous mes rapports, tout a été scanné, tout, rien de dissonant. Le président de la délégation des députés européens a fait une attestation qui est à ce dossier, qui a demandé à être entendu. Mais pourquoi y a-t-il ce renvoi ? C'est ça qu'on ne comprend pas. Qui a demandé à être entendu. Rejet de la part des juges. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, il y a eu un avis à victime au Parlement européen, avec les affaires qui sortent de plus en plus. Vous savez très bien que le Parlement européen se constitue partie civile. Il y a eu un avis à victime, le Parlement européen n'a pas voulu se constituer. De la même manière, Renault-Nissan ne s'est pas constitué partie civile. Pourquoi ? Il considère que ma mission d'avocate a été pleinement exécutée sur des enjeux stratégiques. De la même manière, il manque une pièce dans ce dossier, puisque mon contrat d'avocat est un contrat d'avocat, c'est une pièce majeure au dossier. Ils posent une question à Carlos Ghosn. Ils disent « Nous vous présentons le document que nous vous présentons ici, convention d'honoraires entre Renault-Nissan et Rachida Dati. Qu'avez-vous à dire ?» Ce document a été préparé par la direction juridique. On voit d'ailleurs à côté de ma signature des paraphes, puisqu'il était dans mes habitudes de ne jamais signer un document émis par une source extérieure de l'entreprise sans l'aval de nos juristes. Sur question, interpellation et sur votre question, la question des magistrats,
dites-nous quels sont les auteurs de paraphes. Monsieur Gauss répond, je ne reconnais pas formellement les paraphes, mais il doit s'agir sans doute du directeur juridique ou de madame, je ne citerai pas madame Sépéry, qui est la CIO de l'Alliance, mais je ne sais pas, il y a 1 ou 2 paraphes, c'est à vous de vérifier. C'est à vous de vérifier. Ce document est introuvable, monsieur. Non mais il est introuvable. Non, très bien, voilà. Je vous entends. Voilà. Tout est ici. Je comprends. D'après ce que vous me dites, que vous avez été rémunéré pendant 2 ans par Renault pour leurs affaires dans 4 pays, dont l'Iran et l'Afrique du Nord, l'Algérie notamment. Je comprends que ces 2 questions n'ont rien à voir avec un possible lobbyisme que vous auriez fait. Vous les avez. Voilà, c'est la première fois que je sors ces documents. Pour Renault au Parlement européen. La question, encore une fois, qu'on se pose ce soir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ce renvoi ? Comment vous le comprenez ? Moi, je vais vous dire, Monsieur Bonnert, qui est le procureur national financier, m'a reçu 2h30 dans son bureau. On a discuté du dossier. Il m'a dit, droit dans les yeux, que mon dossier ne tenait pas et qu'il avait même des difficultés avec son parquet. Je le cite, il ne peut pas me démentir. De la même manière, quand la première fois où on m'a dit qu'il y avait, après la chute de Carlos Ghosn, on m'a dit qu'il y avait sans doute une enquête qui était ouverte. C'est un journaliste du Parisien qui m'appelle en disant, j'ai eu cette information, qu'avez-vous à dire ? J'ai appelé le PNF, c'était encore Madame Moulette, qui avait dit il n'y a pas de dossier, nous avons classé. Il y avait mais c'est bien un renvoi. Attendez. C'est ça que je ne comprends pas. Il y a un problème avec la justice. D'accord. Oui, il y a un problème avec la justice. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir. Il y a un problème avec la justice. Je vais vous dire, je ne renoncerai sur rien. Moi, je n'accable pas les magistrats. Quel est le problème alors ? Je n'accable pas les magistrats. Je n'accable pas la magistrature. J'accable des magistrats qui refusent de faire leur travail conformément, évidemment, au code de procédure. On a l'impression que vous dénoncez un acharnement, une chasse aux sorcières. Moi, je ne dis pas acharnement, je dis je demande des actes, on me les refuse. Je demande, attendez, telle personne, j'ai demandé des confrontations avec tout le monde. Avec tout le monde. J'ai demandé des confrontations, refus. J'ai demandé d'aller chercher les documents et de la comptabilité. Est-ce que c'est normal que ce soit à moi d'aller assigner Renault pour me donner la comptabilité ? Est-ce que c'est normal de démontrer, que ce soit moi qui démontre, une accusation infondée ? On va essayer de raisonner. Quelle serait la motivation des juges dans ce renvoi ? Est-ce que... Moi, vous savez, toute la procédure a été émaillée d'incidents. D'ailleurs, j'avais saisi le président du tribunal sur un comportement qui n'était pas à la hauteur de la magistrate. Et d'ailleurs, le président du tribunal m'a répondu en conséquence. Et donc, je ne voulais pas laisser passer les choses. Mais j'en ai jamais fait état. Pourquoi ? Parce que je me disais, voilà, on est dans du contradictoire, il y a le droit de la défense, mais là, c'est une atteinte grave au droit de la défense. On me dit aujourd'hui, ordonnance de rejet sur la recherche de la pièce manquante. Ça fait 1 an qu'on leur demande où est la pièce ? Où est cette convention d'avocat paraphée ? Elle est où ? Je demande à la justice, où est cette convention ? 1 an, pas de réponse. Et aujourd'hui, on dit, ah ben non, peut-être qu'on s'est mépris. Mais c'est noir sur blanc, question des magistrats, réponse de Monsieur Gauss. Elle est où cette pièce ? On me dit... Ah ben non, mais on a dû sans doute, il y a du mépris. Mais on ne me laisse pas faire appel de l'ordonnance de rejet. Vous êtes ministre, donc, vous avez été garde des Sceaux, vous êtes avocate, vous connaissez tout cela. Oui, par cœur. Bien sûr, par cœur, mieux que personne. Oui. Vous avez quand même, au vu de votre expérience et de vos connaissances, une idée de ce qui pourrait ne pas fonctionner ou ne pas aller dans la façon dont ce dossier est traité. Des atteintes graves aux droits de la défense. Voilà, les droits de la défense en France, aujourd'hui, avec certains magistrats, ils marchent dessus. Vous faites des demandes d'actes, elles ne sont pas motivées. Je n'ai pas appris mon travail comme ça, moi. Quand j'étais magistrat, à l'école de la magistrature, on m'a dit quand il y a des rejets de demandes d'actes, on les motive. Aucune demande d'acte n'est motivée. Et de dire c'est trop vieux, c'est trop ancien, on ne retrouvera pas, donc ça veut dire que c'est prescrit. Soit ça existe, soit ça n'existe pas. Mais on ne peut pas renvoyer quelqu'un en disant il n'y a pas de document. Est-ce que vous faites encore confiance à la justice ce soir ? On vous sent en colère, c'est pour ça que je vous pose cette question. Mais je ne suis pas en colère. Mais moi, je ne vais quand même pas me résigner. Ils essayent de me mettre un genou à terre, mais je ne vais quand même pas mettre le deuxième. Qui sont ils ? Là, dans le cadre de la justice, attendez, une commission d'investiture annoncée, une ordonnance de renvoi et une ordonnance de rejet sur lesquelles on ne me respecte pas sur un délai de recours. Donc vous pensez que c'est politique ? Mais on est où ? J'en sais rien. Je vous dis, j'ai vu droit dans les yeux M. Bonnert qui m'a dit que son parquet dysfonctionnait. Voilà, je vous le dis. Et Madame Moulette m'avait dit qu'à l'époque, évidemment, qu'elle avait classé le dossier et qu'il y a même une perquisition qui avait été rejetée par le JLD. Voilà. Est-ce que vous allez rester à votre poste ? Est-ce que vous restez ministre ? Je suis condamnée, monsieur ? C'est une question. Moi, je vous pose une question. Est-ce que je suis condamnée ? Bien sûr que non. Et voilà. Évidemment. Et donc voilà. Toute ma vie, ça a été comme ça. Vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Non, je pose une question. Voilà. Je vous réponds. C'est tout à fait normal. Je vous réponds. Voilà. Tout aussi normalement. Est-ce que vous avez eu le président de la République ? Est-ce qu'il vous a assuré de son soutien ? Mais attendez. Non, je vous pose la question. Moi, j'ai pas besoin qu'on défende à ma place. Nous sommes dans un pays de responsabilité individuelle.
Voilà. Même dans le cadre des auditions, que certains pourraient retrouver, je ne les ai jamais données. On essayait de me ramener à l'affaire Fillon, à l'affaire Sarkozy. Ils ont auditionné le seul administrateur de Renault qui était en lien avec François Fillon. C'est normal? Vous ne pensez pas qu'il y a une petite orientation? Eh bien non, nous ne sommes pas dans une société de responsabilité collective. Voilà. Et donc, il y a des faits, il y a des pièces. En 2017, l'actuel Premier ministre François Bayrou, vous l'avez évoqué. Ça a été son choix personnel. Bien sûr, c'est un ami, et je lui avais apporté mon soutien. Et c'est un choix personnel. Monsieur Bayrou a été relaxé. Bien sûr. Et ben voilà. Alors vous abîmez la vie de quelqu'un, mais il a décidé de partir par des rumeurs. Pour pouvoir se défendre, mieux se défendre. Ça a été vous ne faites pas le même choix. D'accord, très bien. Je me défends partout où je suis. Voilà. Je veux dire, partout où je suis, je me défends. Alors, même quand je suis née, je me défendais. Voilà, je vous le dis. J'ai eu un mariage forcé, je m'en suis défendue. Voilà. Et pendant 3 ans, ça a été pour moi l'obscurité. Je n'ai pas renoncé. Voilà. Mon combat, c'est un combat de vie. C'est un combat contre... Une démission, c'est pas un renoncement. Vous pourriez démissionner pour pouvoir mieux vous défendre. C'est tout. C'est tout. Oui, et alors ah bon, parce que vous trouvez que c'est pas compatible? Moi, je sais pas. J'ai des avocats. J'ai des avocats. Emploi du temps. Et c'était aujourd'hui, je souhaitais évidemment faire ces petites mises en point. Parce que je veux vous dire, faut pas se laisser marcher dessus. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir... Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous faire écouter Gérald Darmanin, qui était l'invité de TF1. On lui a évidemment posé la question de savoir ce qu'il pensait de ce renvoi. On l'écoute, je vous ferai réagir juste après. Moi, je ne peux pas commenter une procédure judiciaire, mais il est évident que Rachida Dati est une grande femme politique dont je souhaite ardemment qu'elle soit maire de Paris. D'abord, est présumée innocente et ne jetons pas trop rapidement l'opprobre sur les personnes. Éric Dupond-Moretti, qui était mon prédécesseur, pendant des mois, les oppositions ont demandé sa démission parce qu'il y avait un procès en cours contre lui et à la fin, il a été innocenté. Donc soutenons Rachida Dati pour être une grande ministre de la Culture, une maire de Paris et laissons la justice faire son travail. Vous avez au moins des alliés dans le gouvernement. C'est un ami de longue date. Voilà, ministre de la Justice. L'amitié, aussi. ça existe dans la vie. La fidélité aussi. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, toute ma vie, j'ai été dans la reconnaissance, la fidélité, la loyauté. Mais aussi, on ne touchera pas ma probité. Vous savez, moi, je viens d'une famille très compliquée. Je ne suis pas devenue magistrat par hasard. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va atteindre et mon honnêteté et ma probité. Ça, pour moi, c'est mon honneur. Et c'est ma dignité. Je n'ai vécu que là-dessus. Je ne suis pas une héritière. Je ne suis pas une rentière. Tout ce que j'ai travaillé. Je ne dépends pas de la politique. C'est pour ça, lorsque je suis devenue députée européen, j'ai voulu être avocate. Pourquoi ? Je venais d'accoucher. Et à l'époque, je n'avais pas de pension alimentaire. Et j'avais évidemment un train de vie. Parce que j'ai aussi une famille que j'ai aussi en partie à ma charge. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et donc, je ne veux pas, par dignité, dépendre de qui que ce soit. Donc, tout ce que je l'ai eu par honnêteté, sans aucune atteinte à ma probité, et par mon travail. Et donc, je continuerai à défendre cela. Le calendrier est le suivant. Je crois qu'il y a une première audience fin septembre pour non, c'est des audiences de procédure, déterminer les dates du procès, bien sûr. Et puis après, il y aura un procès en 2026 probablement, peut-être. On verra ce qui se passe, évidemment. Est-ce que vous avez, dans ce cadre-là, vous, le sentiment que ce calendrier judiciaire peut empêcher, ce n'est pas un énorme secret de dire que vous visez la mairie de Paris, peut empêcher cette campagne-là? Certains vont l'instrumentaliser. Mais j'en ai vu d'autres. Rappelez-vous, sur ma vie personnelle, sur ma fille, sur ma vie privée, j'en ai vu d'autres. C'est pas aujourd'hui que, évidemment, j'apprends pas la vie. Hein. Je connais les attaques. Mais par rapport à ce que j'ai pu vivre et d'où je viens, honnêtement, la vie est très facile pour moi aujourd'hui. Donc vos adversaires, ils ont, ce n'est pas une surprise non plus, commencé à réagir. Je vais vous montrer ce que ce que dit Emmanuel Grégoire dans le Nouvel Obs. Nous ne pouvons pas laisser revenir un monde qui fait du copinage, du conflit d'intérêts, du clientélisme, la norme de gouvernance de notre ville. Voilà, c'est ce qu'il déclare. C'est grave, Emmanuel. C'est du dénigrement et de la diffamation, mais Monsieur Grégoire a l'habitude. Je veux vous dire, à l'épreuve des faits, c'est tout ce qui m'intéresse. Il dit que Paris mérite un maire, pas un prévenu. C'est fort, oui, c'est violent. Fort. Mais c'est fort, c'est au niveau de Monsieur Grégoire. Donc c'est pas fort du tout pour moi. C'est à son niveau. Violent, voilà, pardon. Non, mais c'est à son niveau. C'est pas du tout au mien. Donc rien n'entamera votre détermination. Rien. J'allais vous demander dans quel état d'esprit vous êtes, mais visiblement combatif, comme on vous connaît, évidemment. Les réactions aussi de Pierre-Yves Bournazel, qui, lui, estime que vous devriez ne pas vous présenter à la mairie de Paris. Là aussi, mais vous savez, moi, attendu. Je connais bien Édouard Philippe, pour laquelle j'ai du respect. Il est visé par une enquête sur une prise illégale d'intérêt, du favoritisme, du trafic d'influence. Donc, il est visé par le PNF. Les deux hommes font partie du même parti, je le précise pour ceux qui ne le savent pas. Donc, il faut faire attention. Moi, je veux dire, je n'ai jamais attaqué en dessous de la ceinture sur ce type de sujet. Jamais. Est-ce que vous avez
pardon de vous poser la question, mais reçu des candidatures, des garanties de candidature, de la part de votre parti pour cette élection, de la part de LR? C'est la première fois à Paris où cette élection elle va se jouer avec les Parisiens. Lundi soir, hier soir encore, j'ai rassemblé plus de 300 personnes. Des Parisiens, quelle que soit leur obédience politique, si je puis me permettre. Tous sont déterminés à ce que Paris connaisse une alternance. Ça n'est pas, la question, c'est pas une gestion de ville, c'est un choix de société. C'est que Paris redevienne le plus bel écrin que nous connaissons pour la culture, pour son mode de vie, pour son attractivité. On l'entend, mais est-ce que vous êtes confiante pour l'investiture? Je crois que c'est lundi. Moi, je vais vous dire, ce sont les Parisiennes et les Parisiens qui décideront. C'est la première fois, vous savez, on disait c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple sur une élection suprême et présidentielle. C'est la première fois qu'à Paris, il y a une vraie attente et une vraie volonté d'alternance. Donc, quoi que décide le parti, votre parti, les LR, vous tracerez votre chemin. Je suis déterminée. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont fait dévier dans la vie. D'accord, donc on comprend que ce sera votre candidature, on verra ce que LR décidera de son côté. Puisqu'on parle de politique, dernière petite question, peut-être Michel Barnier, qui est officiellement candidat LR dans la 2e circonscription de Paris. On lit dans la presse, on lit beaucoup, que vous seriez candidate face à lui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Michel Barnier, que je connais bien, nous étions au Parlement européen ensemble, d'ailleurs, et il en connaît bien le fonctionnement, et justement, il pourrait dire la nature de la question écrite dont on vient de parler. Moi, j'ai du respect pour lui, mais il est instrumentalisé. Je le regrette. Voilà. Je le regrette. Donc, vous allez vous présenter contre lui. Mais c'est ce que vous dites. Je dis, moi, j'ai fait acte de candidature, c'est vrai. C'est vrai. Mais cette famille politique, moi, je veux vous dire, on ne gagne que dans l'unité. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de division à droite? Est-ce que, c'est moi qui bouscule le calendrier? Non. Est-ce que 2, je suis facteur de division? Non. Donc voilà. Donc c'est aux autres de se ranger derrière vous? Ceux qui divisent prennent leurs responsabilités. Là-dessus, pareil. Moi, j'ai jamais joué petit joueur, vous le voyez encore ce soir, ou petit bras. Quand on y va vraiment. Voilà. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais attendu, qui n'a jamais renoncé et qui n'a pas peur. Voilà. Ça, on l'aura compris. Comment on fait campagne dans ces circonstances? Vous l'avez vu ce soir, c'est probablement que le début. Vos adversaires ne vont pas vous épargner. Moi, je ne confonds Vos amis, peut-être pas, c'est de la politique. Mais bien sûr, mais ils font ce qu'ils veulent, ils utilisent les arguments qu'ils veulent. Voilà, chacun est libre. Moi, je serai sur le fond. S'ils veulent m'attaquer là-dessus, vous voulez que je vous dise les injures, les attaques que j'ai entendues dans ma vie? C'est assez minable. Mais ça ne me fera pas dévier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que me répondront les Parisiennes et les Parisiens. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance aussi, je vais vous dire, j'ai confiance aussi, quand même, je ne veux pas dire dans la justice, mais en tous les cas, j'ai confiance de ce qu'il en sortira. Parce qu'on ne peut pas avoir un dossier dans lequel il manque une pièce et dire c'est pas grave, on s'assied dessus. Qu'on ait un dossier où je vous ai montré tout ça, c'est la preuve de mon activité. Toutes ces personnes ont demandé à être entendues et qu'on fasse comme si de rien n'était. Comme si tout ça n'existait pas. Ça n'est pas vrai. Que M. Gauze, que des magistrats interrogent sur une convention paraphée et que cette convention soit introuvable. Que des gens disent, elle a travaillé, elle nous a sauvé notre usine, elle a permis évidemment l'éviture, elle avait permis d'éviter la fermeture d'une usine ou une expropriation. Je vais vous dire, c'est dans le dossier. Un jour de fermeture d'usine, par exemple, en Turquie, c'est 300 000 €. Donc si vous voyez les proportions. Mes honoraires sont tout à fait en accord avec les honoraires en vigueur. Une dernière question. On aura compris évidemment que vous restez déterminé pour Paris, que vous restez à votre poste. Est-ce qu'il vous arrive, au vu de la situation et des dysfonctionnements que vous dénoncez, d'imaginer que vous puissiez être condamné, que vous puissiez terminer en prison? Je sais, ça paraît inimaginable, mais est-ce que c'est quelque chose, oui, très bien, qui vous effleure l'esprit? Non, ça ne m'effleure pas du tout. Parce qu'on n'est quand même pas dans un état arbitraire, rassurez-moi. J'espère. Non mais rassurez-moi, on n'est pas dans un état arbitraire. Quand une pièce disparaît d'un dossier, on n'est quand même pas dans l'arbitraire. Vous avez vu le dossier de Marseille, il y avait des scellés qui avaient disparu. D'ailleurs, le garde des Sceaux a ordonné une inspection. Et sur ce dossier, il y a 2 types de citoyens, 2 types de lois. Eh ben non. Voilà. Ce dossier, il manque une pièce. Les personnes qui ont attesté de mon travail, tous les cadres dirigeants, ont demandé à être entendus, refus de la justice. Et d'autre part, je rappelle que le Parlement européen n'est pas constitué partie civile dans ce dossier. Comme Renault-Nissan, il n'y a pas de victime dans ce dossier. Donc je serai renvoyé sans victime? Non mais il y a quelque chose qui ne va pas bien. Merci Rachida Dati. Merci beaucoup d'être venu vous expliquer ici ce soir sur LCI. Voilà, on va continuer le travail. Et je vais prendre cela, évidemment. Si merci beaucoup. Voilà.
On va continuer évidemment d'évoquer cette affaire et ce renvoi qui concerne, on vient de le voir, Rachida Dati, mais aussi Carlos Ghosn. Avec nos experts, si vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous avec grand plaisir, évidemment. Bonne soirée, merci. Rachida Dati, premières impressions évidemment de ce qu'a déclaré la ministre de la Culture ce soir, prétendante à la mairie de Paris également. Damien, qu'est-ce que vous retenez de ce qui vient d'être dit ? La combattante et Rachida Dati, dans une boutade, voulait presque poursuivre avec nous ce match. Elle a choisi, et elle vous l'a dit d'emblée, qu'elle souhaitait prendre la parole pour la première fois, se défendre. Elle l'a fait telle qu'on la connaît, avec vigueur, avec des arguments et des preuves qu'il faudra examiner, bien sûr. Mais voilà, c'est une combattante, Rachida Dati, on le savait, elle l'a prouvé ce soir. Bonjour Guillaume Roquette. Bonsoir. Je vais présenter tout le monde parce que j'ai oublié de le faire dans le feu de l'action. Donc vous êtes là, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. On est aussi avec Alexandra Guillet, du journaliste police-justice TF1 LCI. Vous allez évidemment nous donner les petits détails juridiques qui nous échappent peut-être dans cette affaire. Et puis évidemment, nous sommes aussi en présence de nombreux invités qui viendront tout à l'heure nous rejoindre sur ce plateau pour décrypter ce qui a été dit. Renaud Pilat, vous, quelle impression elle vous a fait Rachida Dati ce soir ? Une réaction très rapide, dès ce soir effectivement, après son renvoi en correctionnel, et une volonté immédiate de montrer que selon elle, le dossier ne tient pas. Il n'y a pas de motivation, avec notamment cette phrase sur Bonnert, le patron du PNF, qui lui aurait dit que le dossier ne tient pas. Donc elle a voulu, avec tous ces dossiers, et avec effectivement ce qu'elle considère la clarté d'une avocate, montrer qu'à la fois sur le lobbying et également sur un travail qui n'aurait pas été effectué, que cela est faux. On y reviendra. Très intéressant aussi ce qu'elle a dit sur la campagne municipale à Paris. Guillaume Roquette, c'est à vous cette fois. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui a été dit ce soir par Rachida Dati ? Est-ce qu'elle vous a convaincu de son innocence ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce renvoi ? Quelque chose que peut-être la justice a décelé et qui n'a pas été évoqué ? Alors, c'est vrai que les arguments de Rachida Dati sont très forts. Elle a la pugnacité qui vient d'être décrite. Il y a une chose dont elle a peu parlé, c'est que Renaud, à ma connaissance, est partie civile dans ce dossier. Et que donc, contrairement, me semble-t-il, à ce qu'elle vous a indiqué à la fin de l'interview. Mais elle parlait de Renaud Nissan, donc c'était peut-être pas la même structure. Mais en tout cas, Renaud est partie civile, donc ça va être intéressant d'avoir le point de vue de l'entreprise qui, aujourd'hui, avec la nouvelle direction, depuis l'éviction de Carlos Ghosn dans les conditions qu'on connaît, Renaud considère qu'il y a eu effectivement des honoraires qui étaient pas la contrepartie d'un travail effectivement réalisé. Ce qui est intéressant, c'est que Rachida Dati, elle est cohérente avec son personnage, c'est-à-dire la femme qui se bat seule contre tous, la femme qui a toujours connu les difficultés, elle l'explique de façon allusive mais récurrente, et que donc elle va se battre et elle y va frontalement, y compris d'ailleurs en mettant en cause de façon personnelle. À ma connaissance, elle la cite 3 fois, Bénédicte de Pertuis, qui est la présidente du tribunal correctionnel de Paris, et qu'on connaît bien, puisque Marine Le Pen l'avait déjà à l'époque accusée de sortir de son rôle quand elle l'avait condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Alexandra, qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense, des arguments présentés par Rachida Dati ce soir ? Est-ce que vous avez été convaincu par la façon dont elle expose son cas ? Alors moi, je n'ai pas à être convaincue, ce sera à la justice de l'être. Bien sûr. Rachida Dati revient. Voilà. J'ai entendu Guillaume Roquette. Vous dites. Attendez, on va vous donner un micro. Vous dites Renaud Nissan Renaud n'est pas partie civile. Oui. Avec qui j'ai signé mon contrat d'avocat ? Renaud Nissan. C'est l'alliance Renault-Nissan qui a toutes les implantations d'usines à l'étranger. Renault ne gère pas les sites à l'étranger. C'est ce que j'ai bien. C'est Renault-Nissan. Et Renault, vous avez raison, ils sont constitués, c'est M. Sénard. Pourquoi ? Parce qu'il est en règlement de compte avec M. Ghosn. Mais là, il n'a jamais été entendu par la justice. Vous savez que pour la recevabilité d'une partie civile, il faut être entendu, il faut que ce soit recevable, et vous démontriez votre préjudice. Renault-Nissan dit, nous, on n'a pas de préjudice. Et M. Renaud a un préjudice, alors qu'il vienne bien à l'audience. Oui, mais je pense il va être reçu.
Voilà. Voilà. Il va être intéressant, Asseyez-vous. effectivement, d'avoir la réponse de Renaud à tout ce que vous avez indiqué, parce que et Renaud notamment n'est pas tous ces concerné. rendez-vous et toutes ces Non, réunions parce que faites. Renault n'est pas concerné, c'est Renault-Nissan. Que je sache, Monsieur Sénard n'est pas concerné par Renault-Nissan. Il n'était pas là à l'époque. Il a un règlement de compte avec Monsieur, Rachida, avec vous pouvez Monsieur vous Gauss. asseoir. Non, Vous en avec parlez Monsieur, bien. avec Monsieur Gauss. D'une part, d'ailleurs, Lucas Demeo, personne n'a jamais fait d'analyse pourquoi Monsieur Lucas Demeo était parti, alors qu'il venait d'être renouvelé. Il vient de démissionner pour partir chez Exactement. Kering. Voilà. Vous savez pourquoi? Non. Parce que l'ambiance n'était pas au top avec M. Sénard. Voilà. Vous n'avez pas remarqué qu'on est passé du premier groupe industriel au monde avec les difficultés qu'on connaît. Donc il y a peut-être aussi un sujet de management à avoir. M. Sénard, il est psychorigide. Il a un règlement de compte avec M. Gauss, dont je suis l'otage. Il n'est pas concerné par mon dossier. Donc sur la recevabilité, je peux vous la faire, je peux vous donner les articles. Ils ne sont pas concernés. Donc vous accusez Jean-Dominique Senard, en quelque sorte, de D'avoir une régler ses partie- comptes avec M. Gauss. avec M. Ghosn à non, travers vous. Mais sur ce dossier, sur le dos de ce dossier, évidemment. Parce que lui, il se dit, peut-être que enfin, je ferai condamner peut-être M. Gauss sur mon porte-bagages. Donc, non. Voilà. Donc, Renault-Nissan n'est pas concerné. J'ai signé un contrat d'avocat avec Renault-Nissan. c'est d'ailleurs ce que j'ai tout, il n'y indiqué. avait rien d'autre. Ah bah écoutez, si vous estimez que c'est tout, puisque c'est vous qui avez Voilà. pris contrôle de ce plateau. Je reste en régie. Voilà, alors elle va rester en régie, Rachida Dati. Voilà, on n'est jamais déçu, ça c'est sûr. Pugnace et qui veut montrer qu'elle a raison et qu'elle est victime dans ce dossier. Alors, on va aller quand même interroger l'un de ses opposants. Je crois que c'est Pierre-Yves Bournazel qui est avec nous. Yann Brossard, pardon. Voilà, je me suis trompé. Yann Brossard, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez de voir ce que certains appelleraient le Rachida Dati Show. Elle est pugnace. Elle estime être la victime dans cette affaire. Elle dénonce une instrumentalisation honteuse. Vous l'avez écoutée, j'imagine, sur LCI ces dernières minutes. Est-ce qu'elle vous a convaincu? Je rappelle que vous êtes son opposant politique quand même. Vous savez, moi je ne suis pas magistrat, c'est les juges qu'elle devra convaincre. Et devant un juge, ce qui compte, c'est pas la combativité, c'est l'honnêteté. Et donc ce sera au juge de se prononcer. Pour le reste, je pense qu'un certain nombre de questions politiques vont se poser. Et les électeurs parisiens en particulier vont se poser un certain nombre de questions. Comment est-ce que les Républicains, qui lancent une grande campagne par la voix de Bruno Retailleau sur le thème « La France des honnêtes gens », peuvent investir à Paris une candidate qui est soupçonnée de corruption? Comment Madame Dati peut expliquer qu'elle va mener une campagne en faisant de la sécurité, de la lutte contre la délinquance, du respect de la loi, sa priorité absolue, et dans le même temps être elle-même au tribunal convoquée pour des faits de corruption. Donc je pense surtout qu'un certain nombre de questions politiques vont inévitablement se poser, et lorsqu'ils voteront, si tant est qu'elles soient encore éligibles au moment des élections municipales, lorsqu'ils voteront, les électeurs auront ces questions en tête et ils devront y répondre par leur bulletin de vote. Un petit rappel quand même, Rachida Dati bénéficie de la présomption d'innocence. C'est important quand même Oui, de ça, elle le l'a dire. suffisamment répété, oui. Oui, mais c'est important aussi. Et si c'était vous, on le dirait aussi, évidemment. Mais en l'occurrence, c'est elle. C'est vrai. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que cette campagne peut se dérouler de manière sereine et qu'elle va se dérouler sur ce qui intéresse vraiment les Parisiens? Et ça, ce sera aussi de votre fait l'opposition. Si, comme on l'a vu ce soir, ces dernières heures, toute la campagne autour de la mairie de Paris se déroule autour des accusations contre Rachida Dati, on va peu parler des Parisiens. Ce n'est quand même pas nous qui sommes responsables du choix que l'opposition fait quand elle décide de son candidat aux élections municipales. Et par ailleurs, c'est Madame Dati qui, en poussant à la réforme du mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille, a décidé de personnaliser à outrance l'élection municipale, puisque c'est une élection où nous voterons directement pour le Conseil de Paris et donc pour un maire. Ça, c'est Madame Dati qui l'a choisi, puisqu'elle a fait pression sur le Premier ministre pour que le mode de scrutin change et pour qu'on ait ce scrutin extrêmement personnalisé. Et donc, inévitablement, beaucoup de questions se poseront. Et puis, vous savez, les Parisiens ont connu une époque où leurs élus passaient plus de temps au tribunal qu'au conseil municipal. C'est la période qui date d'avant 2001. Et pour être tout à fait sincère, je ne suis pas totalement convaincu que la majorité des Parisiens, en tout cas, ait envie de renouer avec cette période. Mais une fois de plus, ce sera le choix des électeurs qui, souverainement, trancheront cette question. Et pour le reste, moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on puisse débattre de tous les sujets de préoccupation quotidienne des Parisiens, la mobilité, les transports, la lutte contre la pollution, le logement, les enjeux de sécurité et lutte contre la délinquance. Nous sommes prêts, évidemment, à parler de tous ces sujets-là. Et je suis sûr que Madame Dati aura des choses à nous dire et nous aurons inévitablement des arguments à lui rétorquer. En tout cas, je suis très serein en vue de cette prochaine campagne municipale.
Oui, bonsoir Yann Brossa. On vous entend finalement, on comprend votre argumentation de dire que eh bien, ce changement de mode de scrutin peut finalement eh bien, amener des critiques à l'endroit de Madame Dati. Il vous sert aussi quelque part. Il nationalise ce scrutin, il le médiatise en tous les cas et vous permet vous aussi d'exister dans cette campagne. Nous n'avions pas besoin d'un changement de mode de scrutin pour exister et pour gagner les élections municipales, puisque nous les avons gagnées à 4 reprises, en 2001, en 2008, en 2014 et en 2020, en ayant de fait une majorité de voix, ce qui nous a amené à diriger cette ville. Mais une fois de plus, le mode de scrutin a changé. Si tant est que le Conseil constitutionnel ne censure pas la loi, il s'appliquera et il faudra bien jouer avec les règles du jeu. Et quel que soit le mode de scrutin, nous nous battrons pour que la vision que nous défendons de Paris, qui est une vision progressiste qui vise à faire de la lutte contre la pollution, de la lutte pour le droit au logement, des priorités, bien que cela nous permette d'être élus. Mais c'est le débat démocratique. Je crois que Madame Dati a envie d'être candidate. On s'affrontera et les Parisiens trancheront. Merci beaucoup Yann Brossa. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre en direct ce soir sur LCI. Yann Brossa, donc adversaire politique de Rachida Dati dans le gouvernement. En tout cas, on serre les rangs à l'image de Gérald Darmanin, invité du 20h de TF1 tout à l'heure. Écoutez. Moi, je ne peux pas commenter une procédure judiciaire, mais il est évident que Rachida Dati, qui est une grande femme politique, dont je souhaite ardemment qu'elle soit maire de Paris, d'abord est présumée innocente, et ne jetons pas trop rapidement l'opprobre sur les personnes. Éric Dupond-Moretti, qui était mon prédécesseur, pendant des mois et des mois, les oppositions ont demandé sa démission parce qu'il y avait un procès en cours contre lui, et à la fin, il a été innocenté. Donc soutenons Rachida Dati pour être une grande ministre de la Culture, une maire de Paris, et laissons la justice faire son travail. Voilà, et pour l'instant, l'Élysée a pris note, Damien, de ce nouveau rebondissement, de cet énième rebondissement dans cette affaire, de ce renvoi, et pas plus de commentaires pour l'instant. Rachida Dati nous a dit tout à l'heure qu'elle restait à son poste. Oui, un soutien effectivement de l'Élysée, comme on dit, de l'entourage du président de la République à l'endroit de la ministre de la Culture. On a compris que la jurisprudence a changé, a évolué ces dernières années, entre le début du premier quinquennat du président de la République et aujourd'hui. Voilà, un ministre qui est mis en examen, qui est renvoyé devant un tribunal, peut rester à son poste. Rachida Dati a expliqué pour quelles raisons elle continuerait sa mission rue de Valois au ministère de la Culture. C'est intéressant ça, elle n'a pas hésité une seule seconde, elle s'est même un peu agacée quand je lui ai posé et reposé la question. Pour elle, il n'y a aucun motif à démissionner. Oui, et c'est assez cohérent parce que démissionner, ça pourrait signifier qu'elle se sent une quelconque responsabilité. Or, elle le dit et elle l'affirme à votre micro, elle considère que ce procès, c'est un règlement de compte personnel, y compris qu'elle est la victime collatérale d'une sorte, là encore, de règlement de compte entre le précédent président de Renault, Carlos Ghosn, et Jean-Dominique Senard, qui est le président actuel et dont elle citait le nom à l'instant dans cet échange un peu vif. Et évidemment, elle ne veut pas apparaître comme étant, en quelque sorte, dans une situation de faiblesse. Et je pense qu'elle sait aussi que Emmanuel Macron et son Premier ministre ne sont pas eux non plus dans une situation très brillante. Ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée, ils sont dans un niveau très faible dans les sondages et que donc ils ne pourraient pas se permettre une crise supplémentaire avec un départ de Rachida Dati. Renaud Pilat, c'est donc si je vous entends bien, un choix logique qui est fait, un choix politique qui est fait par Rachida Dati, mais qui est cohérent par rapport à sa situation et à la situation de l'ensemble du gouvernement. Oui, présomption d'innocence, et effectivement, désormais, alors il y a eu le choix de François Bayrou, elle l'a rappelé, de quitter le gouvernement, mais dans la mesure où il y a présomption d'innocence et il y a un rendez-vous extrêmement important qui est le 29 septembre, une première audience où devra être fixée la date du procès. Là, il y aura un débat notamment entre les avocats, et il n'est pas dit, on ne connaît pas la date, ça peut être avant les municipales, après les municipales, et donc dans ce cas-là, elle continue à rester membre du gouvernement, comme c'est le cas. La jurisprudence Balladur a effectivement été abandonnée il y a bien longtemps. On va écouter Rachida Dati. Elle nous confirmait tout à l'heure qu'elle ne renonçait strictement à rien, malgré le renvoi. Écoutez. Je vais vous dire, je ne renoncerai sur rien. Moi, je n'accable pas les magistrats. Quel est le problème alors ? Je n'accable pas les magistrats. Je n'accable pas la magistrature. J'accable des magistrats qui refusent de faire leur travail conformément, évidemment, au code de procédure. On a l'impression que vous dénoncez un acharnement, une chasse aux sorcières. Mais moi, je dis pas acharnement, je demande des actes, on me les refuse. Je demande, attendez, telle personne, j'ai demandé des confrontations avec tout le monde. Avec tout le monde. J'ai demandé des confrontations. Refus.
Bonsoir Pierre-Yves Bournazel, merci d'être avec nous, adversaire politique aussi de Rachida Dati. Vous l'avez peut-être écouté ce soir sur LCI en direct. Elle ne renonce à rien et estime qu'elle est toujours en capacité de remporter la mairie de Paris. Est-ce que c'est aussi votre avis ? C'est son droit le plus élémentaire. Elle a le droit d'être candidate à la mairie de Paris. C'est un choix de conviction, c'est son éthique personnelle, sa conscience qui doit s'exprimer. Et puis après, c'est les Parisiennes et les Parisiens qui décideront. Moi, mon sujet, c'est pas celui de sa candidature, c'est le sujet de sa présence au gouvernement. Elle est aujourd'hui renvoyée en correctionnel pour des faits présumés de corruption et de trafic d'influence. Elle est présumée innocente, comme M. Ghosn. Elle va devoir se défendre, mais il va y avoir un procès. Et je pense que pour protéger l'État, pour protéger le gouvernement, sa fonction de ministre, eh bien, je pense qu'elle devrait se mettre de côté, démissionner, parce que je pense que l'intérêt général doit toujours l'emporter. Comment rester ministre de la Culture ? Comment être dans un gouvernement alors qu'il va y avoir un procès qui va durer probablement plusieurs semaines, et on le voit quand elle s'explique, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup de contradictions, et tout ça n'est pas bon pour la conduite des affaires de l'État et la neutralité de l'ensemble des ministres vis-à-vis de la justice. Et ce soir, elle a été obligée d'attaquer la justice. Elle a attaqué la justice, elle a attaqué nommément des magistrats, elle en a cité leur nom, et on voit bien que tout ça n'est pas très clair. Et je pense que pour la clarté, pour ses propres intérêts, pour les intérêts de l'État, je pense qu'elle devrait d'elle-même s'écarter de sa fonction de ministre et protéger ainsi les affaires de l'État. Elle ne le fera pas, c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure en direct sur LCI. Est-ce qu'elle pourrait, et c'est j'imagine là où vous voulez en venir, démissionner de son poste de ministre et ensuite se présenter ou briguer la mairie de Paris? Ce ne serait pas très cohérent politiquement. Elle rappelle aussi qu'il y a eu des précédents. Certains ont décidé de quitter leur poste, c'était le cas de François Bayrou en 2017. Éric Dupond-Moretti, lui, est resté aux affaires, malgré ses déboires judiciaires. Pourquoi devrait-elle quitter son poste ? Parce que là, il ne s'agit pas d'une mise en examen, mais d'un renvoi en correctionnel. Il va donc y avoir une audience, il va y avoir un procès, il va y avoir de longues semaines de discussions où Mme Dati et M. Ghosn vont pouvoir se défendre. Il y aura des parties civiles, où il y aura un procureur de la République, il y aura des magistrats qui rendront une décision. Donc je trouve que ça crée un climat quand même très compliqué pour les affaires de l'État, pour la bonne conduite des affaires de l'État. Il y avait une jurisprudence qui était la jurisprudence Balladur de 93. Tout ministre mis en examen doit démissionner. Cette jurisprudence a été stoppée par Emmanuel Macron, considérant qu'un ministre mis en examen pouvait ne pas être envoyé devant un tribunal. Mais là, on a passé une étape supplémentaire. Là, on est renvoyé, il y aura un procès. Et donc, je donne mon avis personnel, je crois que ça serait bien pour la conduite des affaires de l'État. Après, Mme Dati a le droit d'être candidate à une élection. Elle est présumée innocente. Elle n'est pas empêchée aujourd'hui. Elle a le droit d'être candidate à une élection. Et moi, je souhaite qu'il y ait un débat serein, et qu'on parle des Parisiens, qu'on parle de ce qu'on fera pour la vision d'avenir de Paris, qu'est-ce qu'on fera sur la gouvernance, qu'est-ce qu'on fera pour améliorer le quotidien des Parisiens, sur l'accès au logement, pour remettre en ordre notre espace public, pour remettre de l'ordre dans les comptes, pour faire en sorte qu'on vive mieux à Paris. C'est ça le vrai débat. Et je ne voudrais pas que ce débat soit pollué par les discussions permanentes de règlement de compte entre Mme Dati et la gauche qui l'accuserait en permanence de corruption. Il faudrait quand même qu'on arrive à parler de Paris, des Parisiennes et des Parisiens dans cette élection. Pardonnez-moi, une question. Vous demandez ce soir son départ du gouvernement. On voit que les relations, en tout cas par médias interposés, se tendent. Est-ce que vous ne craignez pas que les divisions à droite, on sait que la droite est maudite à Paris depuis un certain nombre d'années, les divisions étalées comme ça coûtent finalement votre victoire aux uns et aux autres? Écoutez, il faut de la clarté. J'amène de la clarté. Je suis élu de Paris depuis 17 ans. Nous avons un projet. Je rassemble des hommes et des femmes venus de la droite, venus de Renaissance, d'Horizon. Il y a différentes sensibilités politiques. Il y a des gens qui soutenaient même Bertrand Delanoë qui nous ont rejoints. On a un projet. Notre seule boussole, c'est le service des Parisiennes et des Parisiens. Et on ne va pas reprocher à des candidats les problèmes éventuels de Mme Dati. Les problèmes éventuels de Mme Dati peuvent venir polluer la campagne. Moi, je ne le souhaite pas. C'est pour ça que je souhaite une campagne digne, une campagne sur le fond, une campagne d'idées et de projets. J'ai fait des propositions sur les questions d'ailleurs de gouvernance et d'éthique il y a quelques semaines, bien avant qu'on arrive à ces décisions de renvoi en correctionnel. Eh bien, par exemple,
propose de manière tout à fait sereine à Madame Dati, comme à Monsieur Brossat qui était sur votre plateau et qui est candidat à la mairie de Paris, un débat. Parlons de transport, parlons de sécurité, parlons de compte public, parlons de la vision. C'est quoi Paris dans 10 ans, dans 20 ans? On aimerait parler de ça. Et au Conseil de Paris, on en a été privé pendant 5 ans. Puisqu'on n'a eu que des clashs et des buzz permanents de règlements de compte entre Madame Dati et Madame Hidalgo qui n'ont cessé de s'attaquer et qui n'ont cessé de se faire des articles 40 et des dénonciations l'une contre l'autre sur des supposées affaires. On voudrait, nous, justement, amener un peu de sérénité, un peu d'apaisement et un peu de changement positif, car il est possible de réussir le changement à Paris sans passer forcément par Madame Dati. Ça, c'est le débat qui permettra de trancher. Les Parisiens seront libres de choisir leur maire de Paris. Ils ont quand même le droit d'avoir le choix. Oui, Pierre-Yves Bournazel, bonsoir. Avant l'élection municipale, il y a une législative partielle, on en a parlé ce soir, et Rachida Dati a expliqué que ce calendrier judiciaire n'était pas un fait du hasard, puisque effectivement il y a une commission d'investiture au sein du parti Les Républicains. Vous soutenez, vous, la candidature de Michel Barnier dans cette circonscription du centre de la capitale ? Écoutez, je crois qu'il y a une procédure dans un parti qui n'est pas le mien, qui s'appelle les Républicains. Et cette procédure les amènera à choisir un candidat ou une candidate lundi, le 28 juillet. Je crois comprendre que M. Barnier est candidat, que Mme Dati est elle-même candidate, puisqu'elle est LR. Elle avait soutenu Laurent Wauquiez à la présidence de LR. C'est à LR de décider de son candidat et on verra après comment on discute avec le candidat ou la candidate désignée. Mais il y a un paradoxe. C'est que Mme Dati nous explique qu'elle est candidate pour être maire de Paris dans 6 mois, et sur le chemin, elle veut être députée. Or, le cumul de mandats est impossible entre député et maire. C'est absolument incompréhensible. On ne peut pas être candidat à tout. Être maire de Paris, ça ne s'improvise pas. Ça demande de la sérénité, ça demande de l'apaisement, ça demande une vision, ça demande un travail. Depuis plusieurs mois, j'ai associé 367 citoyens experts, femmes et hommes qui aiment Paris, qui travaillent sur la propreté, la sécurité, sur la réorganisation des travaux, sur les comptes publics, sur le logement, sur la culture, sur le sport. Ça ne peut pas être juste de manière intermittente. Je suis au gouvernement, je veux être député, je veux être maire. Je crois que être maire, c'est un job à temps plein, c'est pour 6 ans, c'est 10 milliards d'euros de budget chaque année. Il faut le vouloir, il faut que ça vienne de loin et il faut que ce soit le combat d'une vie. En tout cas, c'est le combat de ma vie. J'aime Paris, je veux être le prochain maire de Paris. Et rien ni personne ne m'empêchera demain d'exposer ce projet, de défendre avec cette équipe une certaine éthique dans l'engagement politique. Et nous le ferons dans un bon état d'esprit pour réussir ce changement, réussir un changement positif, car les Parisiens méritent autre chose que le passé d'une majorité sortante qui a depuis 25 ans et le passé d'une offre politique qui semble bien datée. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel. Merci d'avoir réagi en direct sur LCI ce soir. Rachida Dati, elle dénonce une instrumentalisation de la justice. Elle dit finalement, alors elle dit sans le dire, elle fait très attention aux mots qu'elle prononce, mais je suis ciblée parce que j'ai les ambitions que j'ai, parce que je suis au poste où je suis, et c'est en quelque sorte une affaire politique. Est-ce une affaire politique ? C'est une affaire politique dans le calendrier. C'est vrai quand Rachida Dati indique que les étapes de cette affaire judiciaire correspondent à des échéances politiques. Elle dit que ça ne peut pas être une coïncidence. Alors elle ne le dit pas comme ça, elle le laisse entendre, évidemment. Oui, mais elle dit quand même, il y a incessamment une commission d'investiture et comme par hasard, je suis renvoyé devant le tribunal correctionnel au même moment. Et puis surtout, elle oppose de façon nominative le procureur du parquet national financier qui lui a dit, nous affirme-t-elle, que le dossier était vide et même que son parquet dysfonctionne. C'est-à-dire qu'elle ne devrait pas, à en croire ce qu'aurait dit le procureur à Madame Dati, je pense que ça va être intéressant d'entendre sa réaction et les déclarations de celui-ci, que cette procédure ne serait pas légitime. Et donc évidemment, en disant cela, Rachida Dati laisse entendre qu'il s'agirait d'une affaire politique. Et comme elle cite aussi la présidente du tribunal correctionnel de Paris, Madame de Pertuis, qui a aussi été attaquée par Marine Le Pen en disant c'est une justice politique, bien sûr le sous-titre de ça c'est de dire regardez, les tribunaux s'en prennent toujours à des personnalités de droite. Alexandra, un mot quand même de ce qui va se passer sur un plan juridique, c'est important de savoir. Juste 2 petits commentaires sur cette histoire de télescopage de calendrier politique et judiciaire. C'est quand même un argument qu'on entend très souvent. On prend le cas
cas de Marine Le Pen, on prend le cas de François Fillon, on ne va pas refaire tout l'historique judiciaire. À chaque fois, les politiques y voient les télescopages. Les calendriers sont à chaque fois mis en cause, et ça concerne d'un côté le PNF, mais tout aussi bien le parquet de Paris, pour ce qui est Marine Le Pen. Donc ça, c'est une première chose. Et ce calendrier judiciaire, s'il arrive maintenant, après 6 ans de procédure, c'est aussi parce que le droit français permet de faire des recours. Et que Rachida Dati, comme Marine Le Pen a pu le faire, ou comme François Fillon, ou même Nicolas Sarkozy dans d'autres affaires, a utilisé, et c'est son droit le plus strict, et c'est normal d'utiliser toutes les voies de recours possible. Pour Madame Dati, je crois qu'on est à 8 ou 9 même recours, si on compte celui d'aujourd'hui, encore contre l'ordonnance de renvoi, même s'il n'empêchera pas cette tenue de fixation d'une première audience en septembre prochain. Donc, ce que vous dites, c'est que sans les recours, en fait, tout cela aurait pu arriver beaucoup plus rapidement. Cette procédure a pris du temps parce que les investigations sont complexes, que ça se passe en plus avec des filiales de Renault, avec le Parlement européen. Enfin, il y a beaucoup d'investigations qui sont complexes et prennent du temps à être faites, mais c'est aussi lié aux recours qui sont faits et qui sont justifiés. C'est pas le souci, mais qui explique ce décalage dans le temps et qui fait qu'à un moment donné, de toute façon, les élections reviennent de manière assez mathématique, systématique, tous les 5 ans ou 6 ans. Je voudrais qu'on écoute Rachida Dati parce qu'elle parle effectivement d'une instrumentalisation honteuse. Rachida Dati, ce soir, elle dit en fait que depuis que cette affaire a commencé, il y a problème sur problème dans le cadre de cette procédure. On l'écoute et on va le commenter juste après. Toute cette procédure a été émaillée d'incidents. D'abord, je suis mise en examen sur un rapport incomplet. Des dizaines et des dizaines de pages sont manquants au rapport. Quand je suis mise en examen par Madame de Pertuis. Première chose. Deuxième chose, des perquisitions illégales, puisqu'on a obtenu l'annulation. Ça, c'est aussi autre chose. Voilà, et par le menu, elle est venue avec ses dossiers, ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle nous a même laissé les questions qu'elle avait pu poser devant les eurodéputés. Donc, elle voulait vraiment démontrer par A plus B les trous dans la raquette de cette procédure. Elle dément vigoureusement, rigoureusement tout l'argumentaire finalement de la justice qui conduit à son renvoi aujourd'hui devant un tribunal correctionnel. Elle le dément avec la force. Il faut quand même savoir que les chefs d'accusation qui pèsent sur elle, c'est notamment la corruption et le trafic d'influence passif par personne investie d'un mandat en plus, en tant que députée européenne. Elle encourt 10 ans de prison. Oui, donc c'est très sérieux tout ça. On parle d'une affaire quand même particulièrement sérieuse. Donc et une éligibilité directe, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si elle était condamnée, elle perd immédiatement sa mairie maire du 7e. Oui, en sachant que le procès aurait probablement lieu après, selon les temps après l'élection. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un premier rendez-vous judiciaire qui est fixé au 29 septembre prochain. Ça, c'est pour déterminer la date du procès. Fixation. Voilà. Oui, parce que chaque avocat, chaque témoin qui doit être entendu va dire ses contraintes. Madame Dati ne manquera certainement pas d'ailleurs d'évoquer les contraintes électorales, très certainement aussi. Il y a des calendriers, il y a des impératifs pour chacun. La justice c'est un procès qui sera forcément très suivi, très médiatique. Il faut trouver une grande salle. Il y a aussi des contraintes pratiques. Tout ça va être exposé, étudié le 29 septembre. Et à l'issue de cette audience, le tribunal correctionnel décidera de quand se tiendra le procès concrètement. Alors, est-ce qu'il interviendra avant l'élection municipale qui est en mars 2026, si je ne me trompe pas, ou après? Ça, les deux options sont tout à fait réalisables et possibles. On verra. Damien. Oui, elle dénonce effectivement, Rachida Dati, l'instrumentalisation de cette justice. Alors, est-ce qu'elle pointe des faiblesses au sein de ce ministère qu'elle a dirigé, une incompétence d'agents, on oublie des documents, il manque des pages dans des rapports, c'est la faute à ces fonctionnaires qui ne seraient pas bien formés, pas bien suivis, pas bien encadrés. Elle dénonce ensuite une politisation aussi. Est-ce que c'est effectivement, par exemple, la République des juges, ces magistrats syndiqués qui visent certains politiques dans des moments particuliers? Est-ce qu'il faut mettre entre parenthèses ce temps judiciaire quand il y a des temps de campagne électorale pour laisser finalement au peuple souverain le choix de décider en conscience? Mais c'est vrai que, on est dans une accélération aussi du temps politique. On votait l'année dernière pour une élection législative. Rachida Dati nous dit qu'elle est candidate à une élection législative partielle, mais aussi à la mairie de Paris dans un an.
c'est compliqué. Renaud disait ça ne tient pas. Non, mais ce qui peut paraître étonnant, quand même, pardon, c'est Rachida Dati dont on parle. Ok, elle a été garde des Sceaux, elle est avocate, magistrate, elle est ministre de la Culture. Elle est probablement aujourd'hui, au moment où on se parle, favorite pour remporter la ville de Paris ou pour être la future maire de Paris. C'est une possibilité, il faut bien le dire. Elle est dans un gouvernement, pardonnez-moi l'expression, ami. Elle a, jusqu'à preuve du contraire, le soutien du président de la République. Elle dit avoir un dossier qui ne tient pas la route ou des accusations contre elle qui ne tiennent pas la route. On a du mal à imaginer. Gérald Darmanin était à quelques mètres d'ici ce soir sur le plateau de TF1. Qu'elle ne soit pas allée voir Gérald Darmanin ou, que sais-je encore, quelqu'un à qui elle puisse parler en lui disant « Écoute, regarde, c'est pas possible. On est en train d'essayer de m'avoir alors que tous les dossiers sont là. Tout cela fait sens. Je suis accusée à tort. Je suis innocente. » À la question du renvoi que je lui ai posée, pourquoi est-ce qu'il y avait ce renvoi? Si le dossier est aussi clair que ce qu'elle prétend, elle n'a pas répondu. Et c'est là où elle parle d'instrumentalisation. Pourquoi? Elle parle d'atteinte grave à la défense en visant pas toute la justice, certains magistrats. Dont Guillaume tout à l'heure a donné les noms. Certains magistrats qui, selon elle, effectivement, piétinent les droits, encore une fois, de la défense. Et c'est une défense assez classique lorsqu'il y a comme ça une femme ou un homme politique qui a maille à partir avec la justice. Sur les calendriers, on a des votes quasiment maintenant tous les mois. Cette partielle n'était pas prévue. Donc on ne peut pas considérer qu'il y a une coïncidence. En revanche, est-ce que l'affaire est politique? On va peut-être en dire un mot sur votre question. Politique, combat, justice et classe politique. Mais il y a également dans sa phrase une affaire politique, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la candidature de Michel Barnier, où elle pense qu'également il y a à la fois des coïncidences, mais également à Paris une partie de la droite qui ne veut pas de sa candidature à la municipale en 2026, et donc elle sent que voilà, elle montre qu'il y a des dates, des faisceaux qui sont très troublants, et elle renvoie comme toujours la parole aux Parisiens parce que de toute façon elle ira jusqu'au bout. Alexandra. Alors, une petite précision ou commentaire. Certaines affaires, notamment qui concernent le Parlement européen, ont été déclenchées suite à des plaintes ou des dénonciations de certains élus. Là, dans l'affaire qui concerne Madame Dati, la plainte, elle émane pas d'un politique ou autre. Elle émane d'un actionnaire de Renault qui a porté plainte en fait auprès du parquet national financier parce que en fait Carlos Ghosn avait des problèmes financiers. Clairement, il avait des enquêtes sur le dos. Donc on a demandé à faire un audit de tout ce qui s'était passé pendant qu'il était à la tête du groupe. Et c'est dans ce cadre-là une plainte qui a été déposée, mais d'une actionnaire minoritaire du groupe. Et c'est ce qui fait que cette enquête a démarré et que le PNF et la justice s'est intéressé. Vous dites, c'est qu'au départ, cette enquête n'est pas politique. Exactement, voilà. La force de Rachida Dati, c'est de faire entrer cette procédure judiciaire dans un récit politique global. C'est-à-dire que Pierre-Yves Bournazel disait il y a quelques minutes qu'elle s'était fait remarquer en interpellant directement la maire de Paris, Anne Hidalgo, au Conseil de Paris. C'est vrai qu'elle le faisait avec une pugnacité, parfois une méchanceté, disons-le, qui n'est pas passée inaperçue, et elle veut faire entrer cette affaire de justice comme étant un épisode de cela, c'est-à-dire je suis seul contre tous, ou en l'occurrence contre toutes, contre Rachida Dati. Contre Anne Hidalgo. Je n'ai peur de personne. Je n'ai pas peur de me battre, et elle pense, en tout cas c'est son pari, que c'est ça qui va séduire les Parisiens. Et on voit bien qu'il y a un petit peu deux approches. Il y a l'approche de la candidate pugnace et bagarreuse, ça c'est Rachida Dati, et puis les autres candidats, comme Pierre-Yves Bournazel qui dit « Moi j'ai consulté 360 personnes, c'est la démocratie participative », l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo qui lui aussi dit « Je suis l'homme qui rassemble ». Et donc on voit bien qu'il y a deux stratégies politiques
qui s'oppose et que Rachida Dati fait entrer ce procès dans sa propre stratégie politique. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, vous parlez de stratégie politique. Alexandra nous disait tout à l'heure la première audience de ce procès, qui est une audience technique certes, mais aura lieu le 29 septembre avant le début du procès, pour fixer la date du début du procès qui aura lieu. La question qui se pose et qui a été d'ailleurs soulevée par ses opposants politiques tout à l'heure en direct sur LCI est la suivante: est-ce qu'elle aura la possibilité de tout faire, de mener de front son job de ministre, sa candidature à la mairie de Paris et sa défense évidemment au tribunal? Écoutez sa réponse. Je vais vous dire, partout où je suis, je me défends. Alors, même quand je suis née, je me défendais. Je vous le dis. J'ai eu un mariage forcé, je m'en suis défendue. Voilà. Et pendant 3 ans, ça a été pour moi l'obscurité. Je n'ai pas renoncé. Voilà. Mon combat, c'est un combat de vie. C'est un combat contre... Une démission, c'est pas un renoncement. Vous pourriez démissionner pour pouvoir mieux vous défendre. C'est tout. C'est tout. Oui, et alors? Ah bon, parce que vous trouvez que c'est pas compatible? Moi, je sais pas. J'ai des avocats. J'ai des avocats. Emploi du temps. Et c'était aujourd'hui, je souhaitais évidemment faire ces petites mises au point. Voilà, la mise au point a été faite. C'est ces avocats, ce sont ces avocats qui vont s'occuper des problèmes judiciaires. Est-ce qu'elle peut tout faire malgré tout? Parce qu'évidemment, c'est évident, ça va polluer cette campagne à la mairie de Paris, si tant est évidemment qu'elle y aille avec ou sans autres candidats à droite. Oui, elle peut effectivement mener de front ce calendrier judiciaire, se défendre elle-même ou par l'intermédiaire de ses avocats et avec l'intermédiaire de ses avocats de toute façon, ça c'est certain. Et puis la campagne de Paris, c'est vrai que c'est une campagne qui va mobiliser de son temps, de son énergie, mais elle n'est pas parachutée, elle connaît parfaitement le terrain, elle est maire d'arrondissement et aujourd'hui en tant que ministre de la Culture, bon nombre de dossiers qu'elle peut gérer ont à voir avec la vie de la capitale, donc ce n'est pas incompatible. Après, est-ce que c'est une solution, est-ce que c'est une position facile? Sans doute pas forcément. Est-ce qu'elle préférerait avoir une voie un peu plus libre? Sans doute. Renaud. Évidemment, il y a eu 2 mauvaises nouvelles pour Rachida Dati ces derniers jours. Il y a eu aujourd'hui le renvoi en correctionnel, et puis il y a eu la semaine dernière la candidature de Michel Barnier dans la 2e circonscription de Paris, où évidemment Rachida Dati a vu l'arrivée de Michel Barnier surprise comme une sorte de coup d'épée dans ses ambitions parisiennes. La mairie de Paris, c'est vraiment son objectif depuis toujours. L'emploi du temps, est-ce que ça va gréver ou non le travail au ministère? Est-ce que ça va empêcher la campagne? Est-ce que ça va... De toute façon, ce sont ses choix. Et à l'opposition et aux autres candidats de voir si le fait de ne pas quitter le gouvernement pour pouvoir peut-être mieux se défendre, pour pouvoir faire campagne, est un handicap ou non. C'est la campagne qui va déterminer tout ça. C'est sa campagne en fonction de ses arguments, son programme, son projet, certains diront son énergie, ses opposants vont dire ses défauts, et bien qui déterminera. Et c'est pour ça qu'elle fait toujours appel aux Parisiens, parce qu'elle est persuadée, elle, qu'elle est populaire, qu'elle a une légitimité, que ça fait longtemps qu'on connaît son ambition pour la capitale, et qu'à côté, les autres candidats, selon elle, ne font pas le poids. Mais encore une fois, c'est la campagne qui déterminera ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où je dirais, les vieilles règles ont explosé. On voit bien, on peut rester... Et une sorte de trumpisation de la perspective politique pour les électeurs, les affaires... Je dis les affaires pour Rachida Dati, il y en a au moins 2 autres, je crois, GDF Suez et les bijoux non déclarés. Alors, ça n'a rien à voir, évidemment, avec ce qui s'est passé ce soir et aujourd'hui et ce renvoi. Mais est-ce que ça, aujourd'hui, ça n'a plus d'importance? On ne vote plus pour quelqu'un d'intègre, de fidèle. À l'ancienne, on vote pour quelqu'un qui a de l'énergie, qui fait des promesses, qui est capable de faire bouger les choses. Là, en l'occurrence, Rachida Dati, elle a une petite longueur d'avance face à ses adversaires. Elle est connue pour sa pugnacité. Oui, mais vous savez, le paradoxe, alors c'est plus compliqué pour Rachida Dati parce qu'elle n'est pas dans une réélection, mais on a vu dans beaucoup de communes des maires qui ont eu maille à partir avec la justice, qui ont même été condamnés et qui ont été réélus. On citera Balkany, d'autres maires comme ça qui étaient persuadés que face à leur popularité, parce qu'ils ont des très bons résultats, eh bien la probité arrive derrière. Donc là, elle n'est pas encore maire de Paris, Rachida Dati, mais elle bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Soyons très clairs là-dessus. Bien évidemment, elle est condamnée à rien pour l'instant. Bien évidemment, présomption d'innocence. Donc je dirais, c'est la force de la campagne d'une candidate ou d'un candidat
qui permettra de voir si les choix stratégiques étaient les bons, de rester ou non au gouvernement et de faire une défense acharnée, moins acharnée. Populaire, elle est à droite. Est-ce qu'elle est populaire suffisamment populaire, j'allais dire, à Paris? Je sais que ça ne se découpe plus véritablement en ouest et est. Paris, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais est-ce qu'elle est populaire à Paris, Rachida Dati? Est-ce qu'elle a des chances aujourd'hui de devenir maire? Alors, il y a eu un sondage récent qui montrait que la gauche était plutôt en avance par rapport à elle. Mais c'est aussi pour ça que c'est important pour Rachida Dati de conserver ce poste de ministre de la Culture, parce que ça lui permet, en quelque sorte, de dédroitiser son image. Elle fait très attention de ne jamais prendre de front ces professions culturelles qui sont importantes parce qu'elles ont un écho dans une partie de la sociologie parisienne, qui sont des gens plutôt CSP+, cultivés, plutôt à gauche, on va dire, culturellement. Et Rachida Dati n'est pas du tout dans la destruction de tout ce dispositif-là. Donc, elle peut en profiter de la même façon qu'elle peut aussi capitaliser sur sa pugnacité. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc il est très difficile de faire avancer des projets gouvernementaux. Il y en a deux qui lui tenaient très à cœur. Le premier, c'est la réforme du mode de scrutin à Paris et à Lyon. On sait que les sénateurs et à Marseille, on sait que les sénateurs étaient contre et que l'affaire était mal emmanchée. Et d'autant plus qu'il y avait quelques maires d'arrondissement, y compris de droite à Paris, qui n'étaient pas forcément fans parce qu'ils disaient finalement le système actuel c'est pas mal. Rachida Dati le voulait. Voilà, elle a fait progresser son dossier avec succès. Il y a un autre dossier qui est important à ses yeux, qui est la réforme de l'audiovisuel public, avec la constitution d'une nouvelle organisation, avec une structure de tête pour à la fois la radio et la télévision publique. Emmanuel Macron est très attaché à ce projet. On disait qu'il ne passerait jamais. Il n'est pas encore enterré. C'est pas encore voté, mais ça fonctionne plutôt bien. Et ça, Rachida Dati, je pense, pourra capitaliser là-dessus en disant, regardez, moi je me bats sur toutes les balles, et quand je veux faire avancer un dossier, j'y arrive. Peut-être que les électeurs parisiens vont entendre ça avec un écho favorable. Emmanuel Macron, justement, vous parliez de son poste au gouvernement. Pour lui, est-ce que c'est un avantage, un inconvénient, un caillou dans la chaussure, ou au contraire, parce que c'est Rachida Dati et qu'elle a ce statut un peu particulier, cette histoire ne change strictement rien? Emmanuel Macron a choisi Rachida Dati pour ce poste de ministre de la Culture. Rachida Dati dit même que le deal était posé avec le président de la République. Je vais rue de Valois au ministère de la Culture et je serai la candidate à la mairie de Paris du socle commun ou voilà du parti présidentiel en tous les cas. Aujourd'hui, chez Renaissance, on dit on attend de voir si elle a bien l'investiture de sa famille politique des LR. Si elle l'a, il y a des chances effectivement que Renaissance se range derrière Rachida Dati. Donc oui, ce n'est pas une difficulté en tous les cas pour le président de la République. Il la conserve à son poste, il lui renouvelle sa confiance. On verra si demain, lors du Conseil des ministres, vous savez, on a un mot du président rapporté par la porte-parole Sophie Primas. Mais voilà, en tous les cas, à ce niveau-là, ce calendrier judiciaire ne vient pas perturber cette relation. Avec juste une petite précision d'ailleurs pour compléter, c'est que quand Rachida Dati a été nommée à la culture, elle était déjà mise en examen dans ce dossier. Il n'y a rien de neuf, en tout cas, sur un plan Emmanuel politique Macron, pour Emmanuel Macron. Il a par ailleurs besoin aussi de ministres qui incarnent une politique. Il est à la fin de son quinquennat. Les réformes sont difficiles à faire passer dans la majorité et à l'Assemblée nationale. Et c'est une redoutable politique. Vous l'avez vu et vous l'avez entendu. Elle décoche des flèches contre Michel Barnier, qui est instrumentalisé, contre Édouard Philippe, qui lui aussi a un petit calendrier judiciaire. Et donc, ils ne sont pas si nombreux au gouvernement à être capables de se défendre ainsi.